Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez. On commence, c'est bon pour toi, Julie? Oui, Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce jour. Donc, nous sommes Isabelle Ballot pour moi-même et ma collègue de fausses Julie Julie. Defosse, toutes deux psychologues du travail chez Ostra. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire sur l'intensité et la complexité du travail qui introduit cette semaine de la qualité de vie au travail. Pour cette thématique et pour rentrer tout de suite sur le sujet, voici quelques exemples de questions à se poser afin de savoir si ce risque est présent dans votre organisation. Existe-t-il une impression d'être surchargé au travail? De ne pas réussir à atteindre les objectifs fixés? Les consignes semblent-elles incomprises, incompréhensibles ou contradictoires? Dans ce webinaire, nous vous expliquerons concrètement ce que recouvre justement cette thématique intensité et complexité du travail et nous vous apporterons des exemples concrets d'actions à mettre en place pour mieux maîtriser ce facteur de risque psychosocial. Alors pour ce faire, et afin de profiter pleinement de la présentation, nous avons coupé vos micros. Le temps, de la présentation qui se veut synthétique et sur un temps restreint, 30 minutes. Donc on vous remerciera de bien les garder coupés si jamais vous pouvez, les débloquer. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace conversation. Elsa est présente dans cet espace pour noter vos questions et on aura un temps après la présentation pour revenir dessus. Le webinaire est enregistré. La partie questions-réponses à la fin sera coupée, mais vous aurez le replay qui sera disponible d'ici quelques temps à la fin de la semaine de la QVCT. Si ça vous convient, on vous propose quelques règles de bienveillance à respecter lors du chat et lors du temps d'échange en fin de présentation. Merci de bien vouloir respecter l'opinion de chacun, de maintenir une communication positive, d'avoir une posture plutôt constructive lors des échanges, de ne pas être dans le jugement ni dans l'interprétation des propos des uns et des autres, et de rester à l'écoute sans voilà, vous couper la parole. Nous, on vous demande de garder ces échanges confidentiels. Faites attention à ne pas citer de noms de salariés si jamais vous venez à nous parler de situations au sein de votre entreprise dans le temps questions-réponses. Et sans plus tarder, nous commençons avec le cadrage de cette thématique autour des responsabilités de l'employeur. Avec le rappel du Code du travail, l'article L 4121-1, dans lequel il est stipulé que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors, en prenant toutes les mesures nécessaires, ça veut dire en premier lieu de faire l'évaluation des facteurs de risque qui sont présents dans le milieu professionnel, mais également de diminuer les effets des risques inévitables et de limiter les conséquences des dommages et de réduire les complications qui pourraient survenir suite à la présence d'une situation dangereuse. Ce contexte de travail, c'est les facteurs déclencheurs. Ce sont ceux que nous allons décrire aujourd'hui. Donc pour venir évaluer les risques présents dans l'organisation, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de la survenue des risques psychosociaux. Ils sont imagés ici sous la forme, d'une marguerite et nous allons traiter la première famille de risques, puisqu'il y en a 7 au total, qui regroupent donc les dysfonctionnements qui surviennent dans l'organisation et viennent engendrer ce qu'on appelle les risques psychosociaux, qu'on retrouve sous le sigle RPS, que sont le stress au travail, ainsi que les violences au travail, violences internes, violences externes.
Ces risques psychosociaux affectent la santé et le bien-être des employés, ainsi que le bon fonctionnement de l'entreprise. D'où l'importance d'évaluer les facteurs à l'origine et d'essayer autant que possible de les corriger afin d'éviter l'apparition de troubles psychosociaux. Aujourd'hui, dans le cadre de notre webinaire, vous vous êtes inscrit donc au module sur l'intensité et la complexité du travail que nous allons vous présenter avec Isabelle. Ce facteur de RPS se mesure au travers de diverses exigences et contraintes dans l'exécution du travail. En quelques chiffres, pour vous donner un petit peu de contexte, l'intensité du travail et les pressions temporelles ont été étudiées par la DARES. On observe que 45% des salariés estiment qu'ils doivent toujours ou souvent se dépêcher dans leur travail. L'hôtellerie, par exemple, ou la restauration sont des métiers avec une cadence très élevée, des imprévus constants et un service client exigeant en termes de qualité. Près d'un salarié sur trois déclare avoir des objectifs chiffrés à atteindre, notamment des hommes cadres, ce qui peut accroître le sentiment de pression au travail. La banque, les assurances ou la télécommunication, en général, sont des secteurs où on retrouve des objectifs commerciaux élevés avec un changement fréquent d'outils et de procédures du travail. 30% des actifs considèrent qu'ils doivent fréquemment interrompre une tâche pour une autre non prévue au sein de leur journée de travail. Ce dernier aspect est plus fréquent pour les femmes qui occupent des postes de cadre ou des professions intermédiaires. Les enquêtes montrent que certains secteurs professionnels sont plus particulièrement exposés à cette famille de risques. Par exemple, le domaine de la santé, de l'action sociale et des services à la personne sont fortement concernés. Ces métiers sont souvent confrontés à un manque de moyens, ce qui accroît la pression des professionnels. De plus, leur activité implique une certaine responsabilité vis-à-vis des patients et de leur état de santé, rendant chaque décision importante et très particulièrement lourde à gérer. À cela s'ajoute la nécessité de prendre en charge plusieurs missions simultanément, d'être parfois interrompu comme on vient de le voir, tout en respectant des contraintes de temps très souvent serrées ou réduites. Il y a aussi le secteur de l'éducation et de la formation qui est sujet à ce type de risque. Les professionnels de ce domaine doivent souvent faire face à une charge mentale particulièrement élevée liée à la gestion d'élèves et d'apprentissage. Ces deux secteurs illustrent bien comment certains environnements de travail peuvent amplifier les facteurs à l'origine des risques psychosociaux. On va voir dans le détail, précisément sous cette thématique d'intensité et de complexité du travail, ce qui se passe en situation de travail et quelles sont les solutions, les actions concrètes qui peuvent être mises en place. Donc vous allez voir présenter ici sur une première partie à gauche des facteurs qui favorisent l'apparition des risques psychosociaux. Donc c'est le cas des contraintes, par exemple, de rythme élevé. Lorsque, par exemple, on a affaire à des demandes de patients ou de clients qui nécessitent une réponse immédiate, ça va engendrer une exigence de réactivité, de disponibilité extrême. C'est l'exemple du coup de feu, par exemple, dans la restauration. C'est, l'exemple, dans les établissements, de soins, établissements hospitaliers, EHPAD, la nécessité de réaliser un certain nombre de soins, dans un temps donné et bien souvent cadré sur, le temps de la matinée. Donc des contraintes qui empêchent le travail de qualité bien souvent, du niveau de la perception du collaborateur qui, est en réalisation de ces tâches et qui va majorer les risques d'accident. Nous, pour maîtriser ces contraintes, on vous propose de fixer la charge de travail ou les objectifs de rendement en tenant compte du travail réel et de ses aléas. C'est-à-dire, par exemple, les déplacements au sein d'une journée doivent être pris en compte dans le flux sur la route, les embouteillages ou les travaux, de manière à faire en sorte que le salarié puisse respecter son temps de travail et faire toutes ses missions. Vous pouvez aussi veiller à la pression des délais en limitant les demandes des clients et en posant des limites, fixes et en n'accédant pas trop rapidement à des demandes que vous auriez du mal à réaliser.
Imprécision des objectifs, c'est un autre facteur de risque de la famille intensité et complexité. Il peut s'agir d'objectifs inatteignables, du fait d'une mauvaise évaluation, par exemple, de la charge de travail ou d'une organisation inadaptée ou d'une organisation qui vient à être, modifiée, hein, du fait de facteurs, inhérents à l'activité, une forte demande ou l'absentéisme de personnel, par exemple, qui va jouer sur la capacité ou non à atteindre les objectifs. Les, objectifs, ils peuvent être aussi difficiles à réaliser, par exemple, dans le cadre d'un déplacement où on va tenir compte du temps de déplacement, mais où on va oublier, que, il y a des travaux, il y a des embouteillages. L'absence ou le manque de précision sur les limites, les circonférences d'un poste et des responsabilités, des objectifs, à atteindre peut amener des chevauchements de tâches parfois entre plusieurs personnes, soit, une perte de temps avec la réalisation de choses similaires par 2 personnes ou plus. Nous, on vous propose dans ce cas de préciser les objectifs de travail de vos salariés en formalisant clairement les fonctions et les postes. Donc ça peut passer par la mise à jour des fiches de poste, l'évaluation annuelle, par exemple. Alors l'inadéquation entre les moyens et les responsabilités, par rapport à ces objectifs, fixés, peut être également une source de tension. Le fait de manquer de ressources, par exemple de ressources humaines, de ressources en termes de matériel de travail. Matériel, ça peut être des outils, ça peut être des logiciels, ou bien de manquer de compétences, de savoir-faire, de pas être suffisamment formé et à l'aise pour pouvoir réaliser, une tâche va, engendrer un sentiment de moyens insuffisants pour réaliser l'activité. Il est donc important d'être vigilant, hein, d'être attentif ici à l'écart qui peut se jouer entre le travail prescrit, celui qui est, énoncé sur une fiche de poste par exemple, et le travail réel et l'aspect, justement, réalisable du travail prescrit. On vous propose alors d'optimiser l'adéquation des objectifs avec les moyens et les responsabilités, au sein de votre entreprise. Ce qui passe par la formalisation des objectifs attendus, au cours, par exemple, de l'évaluation annuelle, mais qui peut être suivi et mis à jour tout au long de l'année et recourir à des ressources supplémentaires. N'hésitez pas à anticiper si vous savez qu'une personne va s'absenter, par exemple, pour un congé maternité ou dans le cadre d'une maladie, et cetera, à anticiper le recrutement, d'un CDD ou d'un intérimaire. Alors les instructions peuvent parfois être incompatibles, être contradictoires. On parle d'injonctions paradoxales, on parle de consignes contradictoires, des consignes qui viennent de responsables en simultané, un responsable fonctionnel et un responsable hiérarchique qui s'adressent à une même personne. Il peut s'agir, de consignes, d'ordres qui proviennent d'une même personne, avec tantôt la valorisation de la qualité du travail, tantôt la valorisation de la rapidité et la quantité à réaliser. Ceci peut engendrer l'installation d'une perte de sens au travail pour le collaborateur qui se retrouve face à ces injonctions contradictoires, à une perte de compréhension des priorités. Donc il est important quand les consignes évoluent, de refaire le point, de clarifier et de questionner sur la compréhension pour pas amener à cette installation de justement d'incompréhension, de perte de sens, de perte de repères. On vous propose de vous assurer de la compatibilité entre les instructions de travail. C'est-à-dire, vous pouvez prévoir des temps de rencontre entre les salariés et leur hiérarchie afin de discuter des moyens, des échéances, de remonter les incohérences par rapport, à ces échéances ou aux dysfonctionnements et de questionner ensemble le travail. Heu D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, l'ANACT
organise à Paris une conférence sur le thème de parler du travail, c'est productif. C'est en fait le sujet, on va dire, de l'année 2025 pour la semaine de la QVCT. On vient ici mettre en avant l'importance de prendre le temps de discuter du travail pour éviter justement les injonctions contradictoires ou la perte de sens dans les tâches et la perte de temps quand on a déjà une charge de travail élevée. Alors nous passons à la mauvaise gestion de la polyvalence. Le fait de solliciter un salarié pour qu'il occupe un autre poste peut arriver dans l'organisation ou dans les cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, où il y a une réorganisation impromptue, une absence qui amène à devoir fonctionner autrement. On sollicite un salarié pour qu'il occupe un autre poste, pour qu'il réalise une autre tâche qui n'est pas habituelle pour lui. Ça peut arriver face à ces aléas. Pour autant, des solutions existent. Pour limiter l'impact, voilà, de la mauvaise gestion de la polyvalence, on peut vous proposer de gérer différemment cette polyvalence en planifiant la rotation des postes, quand c'est possible bien sûr, prévoir des backups en cas d'absence, et aussi former le personnel aux divers postes. Alors il faut faire attention avec la polyvalence des salariés, mais c'est vrai qu'en prenant le temps de former chacun aux différents postes, de son activité, ça peut vous assurer aussi en cas d'absence, un relais. Alors, les interruptions de tâches, sont inhérentes à certains postes et l'adaptabilité, permanente devient alors nécessaire pour satisfaire les besoins, pour répondre à l'activité. Attention dans ce cas-là, à bien entendre, à bien prendre en compte le fait que le temps nécessaire pour se remobiliser après une interruption est conséquent. En cas d'interruption de tâche, il faut compter en moyenne 20 minutes de concentration pour reprendre le fil du travail laissé, du travail qui est resté en attente. C'est le cas notamment pour, des tâches qui demandent justement une attention particulière. Si, l'activité est complexe, le temps pour se remobiliser sera encore plus long. Et on entend en ça, que rapidement on peut avoir, un sentiment de perte de temps et de ne rien faire dans sa matinée, par exemple, de travail. Si on est interrompu 3 fois, bah, au final 3 fois 20 minutes, on aura perdu 1 heure de travail parce qu'on aura perdu du temps à refaire le fil du déroulé, où on en était et qu'est-ce qui est venu nous déranger? Est-ce que j'ai bien traité tout ce qui est lié aux successions de ces interruptions et d'autres tâches nécessaires potentiellement. Ce qu'on vous conseille, pour limiter les interruptions au maximum, c'est d'analyser leur nature en amont, si c'est possible, heu par l'observation, en fait, du travail. On vous encourage aussi à, vous mettre en ne pas déranger, par exemple, sur l'outil Teams, fermer votre porte, quand vous êtes dans un bureau et que vous effectuez une tâche, pour laquelle vous avez besoin de rester concentré un certain temps. Couper les notifications aussi de vos téléphones, de votre ordinateur, pour ne pas vous faire interrompre, et vous permettre de rester concentré au mieux. L'attention soutenue et la vigilance permanente, sont également des, sources de survenue de l'intensité et de la complexité du travail qui peut être ressenti. Le fait de maintenir un niveau d'attention élevé et un niveau de vigilance permanente lors, d'une activité de contrôle, par exemple, ou d'une activité de précision, notamment sur une durée prolongée, c'est quelque chose de compliqué. La durée optimale de vigilance intense, elle est, mesurée entre 20 à 30 minutes, donc et au-delà d'1 heure et demie, sans pause, sur toujours des tâches qui demandent une vigilance permanente, une attention, précise et pointue, la concentration va diminuer significativement. Donc surtout quand les tâches sont monotones et qu'elles sont exigeantes. Ici, pour éviter la baisse de performance, et la fatigue de vos salariés, on vous conseille d'adapter la durée de vacation pour les postes avec une attention et une vigilance importante.
Par exemple, je sais que pour les pilotes d'avion, ils peuvent se permettre de signaler lorsqu'ils sont fatigués et ils ne sont pas obligés de prendre le vol pour limiter le risque, hein, vu qu'il y a quand même, une, heu, une responsabilité importante. Vous pouvez vous aussi peut-être, permettre à vos salariés, de vous dire lorsqu'ils se sentent, un peu fatigués pour ne pas les exposer à de potentiels accidents ou, fautes professionnelles. Vous pouvez aussi leur permettre de prendre des pauses, même de courte durée, afin de prendre l'air, changer d'environnement pour se ressourcer. Ça permet aussi d'augmenter la performance et la concentration. Donc c'est sur un petit temps, une perte, on va dire, de temps au travail, mais pour mieux pouvoir travailler ensuite et être d'autant plus performant. Les risques psychosociaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont impacter, le personnel, chaque salarié, tout niveau hiérarchique confondu et on va voir en quoi de manière précise, ces risques psychosociaux ont des conséquences pour les salariés. Donc tout d'abord au niveau physique, on voit apparaître, face à l'intensité et la complexité du travail, principalement des troubles du sommeil, donc des insomnies, hein, des réveils nocturnes, des difficultés d'endormissement. On voit apparaître aussi, une sensation de fatigue, une usure, qui s'installe. Des douleurs, qui peuvent être situées alors très souvent dans le haut du dos, les cervicales, les épaules, des tensions musculaires. On parle, du lien très souvent entre les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques, les TMS. On va, également voir apparaître des problèmes cardiovasculaires. Donc, ça peut être des petites crises de tachycardie, ça peut être aussi, des pathologies, cardiaques qui s'installent et qui nécessitent un traitement, des soins. Ce qu'il faut entendre, c'est que, des premiers signes de fatigue, d'inconfort physique, quel que soit finalement, le lieu où le physique réagit, c'est l'organisme qui parle parce que la situation dans laquelle on se trouve, elle nous met en souffrance et notre corps, il nous alerte parce qu'on réagit pas et on n'arrive pas à corriger, en fin de compte, ce contexte. Donc, ce sont des signaux et ce sont des signaux qui, avec le temps, peuvent prendre des ampleurs beaucoup plus importantes et peuvent nécessiter des soins aussi plus conséquents. En effet, souvent les salariés ne s'écoutent pas et donc présentent des troubles physiques, mais il y a aussi des troubles cognitifs qui peuvent apparaître, comme des pertes de mémoire et des oublis, alors que ce soit au sein de l'activité professionnelle, mais aussi, dans le domaine personnel. Une difficulté de concentration, on en parlait un peu avant, mais des personnes qui n'arrivent plus à se concentrer sur leurs tâches, qui vont, prendre beaucoup plus de temps du coup à effectuer, une mission ou qui vont avoir tendance à repousser certaines tâches parce que, bah, elles se sentent pas en capacité, de rester concentré pour les faire et une baisse de vigilance, ce qui peut, comme on le disait, entraîner, aussi des accidents de trajet pour les personnes qui conduisent, mais aussi des accidents du travail sur des missions avec, l'utilisation d'outils, qui peuvent être dangereux. Ça peut tout de suite avoir des conséquences très graves. Peuvent apparaître également des troubles psychologiques, donc notamment l'irritabilité. Le fait d'être, plus facilement émotif, d'être triste, anxieux, heu, moins patient dans les réactions, dans les interactions aussi avec les autres, hein. Et puis, de manière un peu plus large, ça peut avoir des conséquences sur, les troubles du comportement. Alors ça peut être du comportement alimentaire, mais, là où effectivement on attire aussi l'attention, c'est la consommation de ce qu'on appelle les substances psychoactives, que sont le tabac, l'alcool, la drogue. Pour tenir, pour faire face, on va pouvoir avoir tendance à consommer des substances qui accompagnent et qui, alors, c'est un un leurre, hein, quelque part, parce que ça entraîne d'autres problématiques, mais il faut savoir que ça fait aussi partie des conséquences de la présence des risques psychosociaux. Nous, on vous invite à être et vigilant pour vous-même et pour vos salariés.
et à, observer tout changement d'attitude qui peut vous amener, en fait, à réagir. C'est-à-dire que, il faut se questionner sur, depuis combien de temps ces troubles sont présents? Heu, Est-ce que, ça l'était, dès le départ, à l'arrivée du salarié au sein de l'entreprise ou, c'est depuis, 1 semaine, 2 semaines? Et aussi, certains troubles sont, on va dire, à prendre plus rapidement en charge que d'autres. Quelqu'un qui se plaint de fatigue, bon, bah, vous pouvez attendre 1 semaine, 2 semaines peut-être avant d'échanger avec lui pour savoir l'origine de sa fatigue et est-ce qu'il y a un lien avec le travail? Toutefois, quelqu'un qui pleure dans son bureau, on va pas attendre 2 semaines pour aller lui poser des questions et lui demander s'il a besoin d'un accompagnement et là, on va essayer de réagir assez vite, voire, instantanément. Au-delà des conséquences, pour la santé des salariés, on perçoit également des conséquences au niveau de l'entreprise, hein, de manière plus globale. Au niveau du collectif de travail, avec une dégradation des relations, des incidents et des conflits qui peuvent être plus fréquents au sein des équipes ou entre les équipes, une certaine forme de diminution de collaboration, la démotivation, la surcharge de travail ressentie, peut amener à ce type de tension, d'inconfort, de manque d'entraide, et peut engendrer aussi l'absentéisme, hein, dû au fait d'arrêt, puisqu'on a dit tout à l'heure que la dégradation de l'état de santé pouvait amener à la nécessité de traitement et parfois nécessite aussi justement une prise de recul, un retrait de la situation de travail. Il y a aussi des conséquences sur l'organisation, du travail avec une baisse d'efficacité et de la qualité du travail et de la production en général. Une augmentation des accidents du travail et de trajets. Isabelle parlait d'absentéisme, mais on peut très vite voir aussi avec le taux de turnover, si l'entreprise est entre guillemets «malade» ou non. Ça peut aller aussi jusqu'à une détérioration de l'image de l'entreprise, hein. Aujourd'hui, avec, les réseaux sociaux, on peut très facilement taper, sur la barre de recherche le nom de l'entreprise et voir les avis, des anciens collaborateurs ou même de collaborateurs actuellement, en poste, jusqu'à, entraîner, voilà, des risques judiciaires, pour l'entreprise. Alors en résumé de tout ce cadre-là, hein, pour comprendre l'état de souffrance dans lequel une personne ou un collectif ou une entreprise peut se trouver, il est important d'identifier le déséquilibre qui en est à l'origine. Le déséquilibre repose sur des facteurs de risques psychosociaux qui ne sont pas maîtrisés, qui sont source de contraintes qui viennent faire pression dans la situation de travail, ainsi que sur des facteurs de risques psychosociaux, qui eux sont, régulés et qui peuvent être, des ressources, qui peuvent être des appuis, mais qui là sont insuffisants. Donc le déséquilibre provient du fait qu'il y a trop de contraintes dans la situation de travail, dans la perception que le collaborateur en a en tout cas, et pas assez de ressources. Donc l'évaluation des, contraintes et ressources, devient donc nécessaire. L'idée, c'est d'aller, identifier, quels sont les facteurs de risques psychosociaux non maîtrisés qui font contrainte, tels que les exemples que nous avons cités en termes de facteurs pour bien comprendre ce qui est inclus dans cette thématique d'intensité et de complexité du travail, mais également d'aller regarder quelles seraient les ressources possibles et qui pourrait, permettre de réguler et de venir ici, engendrer, retrouver l'équilibre. On va travailler à réfléchir comment alléger les contraintes, comment renforcer, les ressources et si l'activité induit implicitement une forte intensité de travail, avec des exemples tels qu'on a pu vous citer ici, et qu'il est compliqué de les réguler malgré les recommandations qu'on fait, bah, c'est pas toujours évident et ça explique aussi pourquoi ça perdure. Dans ce cas-là, ça va être important de travailler sur les autres facteurs, les autres familles de RPS. Par exemple, venir engendrer une bonne ambiance dans l'équipe, apporter de la reconnaissance régulièrement à vos collaborateurs, encourager un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, etc. Donc, autre facteur qu'on vous présentera au cours de la semaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque facteur, chaque famille peut être à la fois un facteur protecteur qui vient faire
contrepoids pour renforcer les ressources. Et donc, en apportant une perception plus équilibrée de la situation de travail, les contraintes, même si elles sont toujours présentes, elles vont paraître moins lourdes, moins pesantes. Nous, on vous propose, pour vous accompagner et pour aller plus loin sur les risques psychosociaux, de sensibiliser au sein de vos entreprises. C'est un premier pas qui est essentiel pour susciter l'intérêt et l'implication de chacun. Donc l'équipe des psychologues du travail, elle propose, différentes sensibilisations chez Ostra. Et par celle qui semble le plus en lien avec la présentation qu'on vient de vous faire, c'est notre sensibilisation sur l'évaluation de la charge de travail. Mais on peut aussi vous proposer le thème, comment accompagner un collaborateur en souffrance, puisque, il arrive aussi que, des situations ne soient pas appréhendées et que certains collaborateurs, puissent se retrouver en situation de souffrance psy. En tout cas, n'hésitez pas à évaluer vos RPS pour mieux les maîtriser. L'évaluation, ça, c'est un premier pas et ça fait aussi partie de, vos obligations puisque, les RPS font partie des risques au même titre que les risques chimiques, les risques physiques et doivent être inclus, dans votre document unique. Nous, tout au long de la semaine, nous allons vous proposer donc des webinaires sur les autres facteurs de RPS. Là, vous voyez les dates, apparaître. N'hésitez pas, à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, puisque chaque présentation sera, différente, en fonction du facteur de RPS. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'intensité et le temps de travail sont donc des éléments clés qui influencent profondément la santé, la performance et l'équilibre de vos salariés et de votre entreprise. Trouver le bon dosage entre ces exigences professionnelles et le bien-être professionnel, c'est un véritable défi au quotidien, mais c'est aussi une nécessité de votre part pour préserver l'engagement et la motivation sur le long terme de vos salariés. Donc c'est essentiel en fait que chacun puisse réfléchir à ses pratiques, identifier des leviers d'amélioration, des ressources comme l'a présenté Isabelle et lorsque c'est possible, agir pour favoriser un environnement de travail plus sain et équilibré et collaboratif en même temps. N'hésitez Et pas à nous contacter. Pardon Isabelle, je pense que tu voulais venir ouais, là-dessus. la même chose, je pense. Heu vous avez l'adresse, de l'équipe qui s'inscrit en bas de l'écran. Si jamais vous avez des questions ou des demandes par rapport aux sensibilisations qu'on dispense, n'hésitez pas à nous écrire si vous préférez, voilà, que ça reste entre nous ou que c'est plus simple pour vous. On étudiera chaque demande, avec vous. On prendra le temps d'échanger pour bien comprendre le contexte, de votre entreprise, votre problématique et vous proposer l'accompagnement le plus adapté possible.